Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live au chalet d'un monde de jeu avec Rachel. Bonjour Rachel, comment ça va? Ça va très bien Martin, et toi? Ben ça va. On commence cette matinale en vous parlant des sorties de la semaine. C'est celles dans lesquelles on va vous présenter les jeux qui vont arriver dans vos boutiques cette semaine, normalement vendredi, mais ça s'échelonne en fonction des distributeurs, des boutiques également. On va revenir dessus, vous aurez l'occasion de nous dire les jeux qui vous attirent le plus, de voter pour eux. On commence par les news ludiques. On a des jeux qui arrivent et on a un prix sur lequel que l'on va évoquer directement ce matin. C'est le Diana Jones Award. Est-ce que tu connais ce prix, Rachel? Non, tu m'en as parlé juste avant la matinale, et sache qu'en plus, ce matin, je suis allé sur Board Game Wire, et quand j'ai vu, je me suis dit, je crois que ça m'intéresse pas, je clique pas. J'avais lu Indiana Jones Award. À ton avis, pourquoi il s'appelle Diana Jones Award, ce prix? Parce que j'imagine que Diana Jones, c'est quelqu'un. Non. Faut trouver. En fait, c'est pour ça que je vous en parle ce matin, c'est parce que je me suis dit aussi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ah si, peut-être ça a de l'intérêt. Tiens, c'est rigolo. Puis, il y a plein de trucs rigolos dans ce prix. Donc j'ai envie d'en parler. C'est un prix américain qui récompense des jeux de société, mais pas que des jeux de société. Ça, c'est le premier aspect. Il récompense des auteurs, des entreprises, des initiatives originales, tout ce qui a apporté quelque chose aux jeux de société. Donc tu as un prix qui ressemble un peu au palmarès du prix Nobel, c'est-à-dire que sur certaines années, c'est l'ensemble d'un éditeur qui gagne. D'autres années, on a eu un prix pour les auteurs black. J'utilise le terme que j'ai vu dans la liste, c'est pas moi qui ai choisi. Donc tu as 12 auteurs qui sont récompensés. C'est un peu particulier. Pourquoi celui-ci? C'est une démarche d'inclusion, on va dire, mais très spécifique. Ouais, c'est particulier quand même. Ce qui fait que Eric Lang l'avait déjà gagné, donc il l'a gagné une deuxième fois par ce biais. Bon, vous en pensez ce que vous voulez, c'est très américain en tout cas, cet angle-là. Il y a plein de choses qui sont récompensées dans ce jeu, et le titre du prix est rigolo aussi, puisque Diana Jones, ça vient d'Indiana Jones. Mon cerveau avait bien lu. Regarde le trophée, il est bizarre, ce trophée. En forme de pyramide. Ouais, c'est un livre en dessous, et ça concerne un jeu de rôle. Alors je me le suis noté quelque part, je vais essayer de le retrouver. Hop. C'est un jeu de rôle qui s'appelle Indiana Jones, je ne sais plus comment il s'appelait. Voilà. La destruction d'un des jeux, c'est un jeu de rôle sur Indiana Jones. Ça sera aussi simple de le dire comme ça. Et pourquoi ils ont enlevé qui a été brûlé, et sur lequel seul Diana Jones était encore lisible. C'est mignon. C'est mignon, ouais. Et c'est un très mauvais jeu de rôle, paraît-il. Mais par qui il avait été brûlé? Je sais pas. Il a été détruit, en fait. Été, à un moment, le reste du stock a été détruit, et donc ils ont récupéré cet exemplaire-là, ils l'ont mis dans du plexiglas. Donc à l'intérieur de ce que vous voyez là, c'est des exemplaires qui ont été brûlés, et c'est un symbole pour une récompense d'excellence dans le domaine. Voilà. Et en 2021, le trophée physique a été perdu lors de son transport. Un membre du comité a déclaré « Il repose peut-être désormais dans un carton quelque part dans un entrepôt. » C'est un monde Darwin, ce prix. Aussi. Je trouve ça très rigolo, en fait, toutes ces histoires autour du prix. Alors, cette année, il y a 3 sélectionnés, parce qu'il sera remis juste avant la Gen Con. Donc, c'est pas tout de suite, c'est pour fin juillet, je crois. Il y a le studio Where the Geek Games qui s'illustre avec Molly House. Ah, trop bien, Molly House. Voilà, c'est une possibilité. Un titre fort explorant la vie de la communauté transgenre dans le Londres du XVIIIe siècle. On a Trench Crusade, un jeu d'escarmouche sombre, qui complète la liste également. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Price Johnson, le tout nouveau CEO de Cephalofair, l'éditeur de Gloomhaven. Pourquoi il est sélectionné lui? Donc ça peut être un jeu qui l'emporte, ça peut être une personne. Il est nommé pour sa restructuration managériale. Même des mots français, je ne sais pas le dire. Je commence à mélanger le français et l'anglais. Oui, manager, c'est pas non plus un mot français. Ah oui, c'est vrai. Mais manager... Non, c'est pas français. Maintenant, c'est dans le dictionnaire, en tout cas. Manager. Pour ses capacités entrepreneuriales. Non, c'est pas pour l'entreprise, c'est pas pour le fait d'avoir créé une entreprise. Il peut être un très mauvais manager. Là, c'est justement pas pour le fait qu'il ait créé une entreprise, c'est pour le fait qu'il manage bien. Mais c'est un mot anglais. Est-ce qu'il y a une traduction? Tu sais, les mots français, pour la plupart, ne viennent pas du français à l'origine. Soit du latin, soit du grec, soit de l'anglais, soit du... là, ça vient de l'anglais, mais c'est français quand même. On a des jeux qui arrivent en version française.
Oui, bah justement, on a... Alors, je ne sais pas lequel est le premier dans la liste, mais on peut commencer par parler de Hati, dont on vous avait parlé, qui est la prochaine sortie Tiki Edition. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres qui se placent avant dans le planning, soit peut-être un des 2 prochains jeux de chez Tiki Edition. Non, c'est pas celui-là qu'il faut montrer, Martin. Non, mais il y a du délai entre ce que je fais, je sais pas pourquoi. Ah. Donc, Hati, le prochain jeu Tiki Edition, qui est un jeu à 2, qui n'est pas aussi accessible que ce à quoi vous pouvez vous attendre quand vous voyez Tiki Edition. C'est un jeu de Joachim Thom et Johan Goupy. Donc un jeu à 2 dans lequel, si tu me montres un peu plus de matériel, l'éclaté 3D. Hop, là, vous voyez, bah, tiens, c'est un jeu où il y a des cartes, mais vous allez voir, il y a un petit plateau pour séparer les joueurs. Il y a... Alors, des cartes illustrées par Christine Alcouf. Cartes illustrées tout à fait par Christine Alcouf. Il y a 3 types de cartes à l'intérieur. Il y a des souris, il y a des tigres et des éléphants. Au lieu d'être des couleurs, c'est des types d'animaux. Et vous vous en doutez, l'éléphant va battre le tigre parce qu'il est plus gros, le tigre va battre la souris parce qu'il est plus gros. Mais on le sait, la souris va gagner l'éléphant. Donc il y a une boucle comme ça. Et autour de ce plateau, à chaque tour, vous allez avoir 2 cartes en main et on va choisir des cartes en simultané. On va les révéler et si l'éléphant va battre le tigre dans ce cercle que je vous ai décrit, mais si on se retrouve avec des animaux de la même famille, il va y avoir des valeurs et chaque carte étant unique, chaque combat sera facile à résoudre. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez gagner ou vaincre le combat ? Il y a un côté duel pour... Cardia, oui, c'était ça le nom du jeu. J'allais dire duel pour la terre de Cardia, mais non. Duel pour Cardia. Si vous gagnez le combat, vous allez envoyer votre carte dans le palais, une des 2 zones du plateau. Et si vous perdez, vous allez aller dans la jungle. Donc 2 zones, le palais et la jungle. Celui qui gagne le combat va pouvoir, en fonction de l'animal qu'il envoie dans le palais, gagner des points d'honneur. Il y a 2 types de points de victoire qu'on gagne. Un qui est plus difficile à gagner mais qui va pouvoir être perduré d'une manche à l'autre. Quand vous gagnez un combat, vous gagnez des points de prestige en fonction de ce qui s'est passé dans une zone ou l'autre. C'est-à-dire que, hop, je prends ma petite aide de jeu pour m'en rappeler. Pour vous donner un exemple, si vous envoyez un éléphant au palais, vous gagnez 1 point par éléphant qui est déjà dans le palais, mais si vous envoyez un tigre au palais, vous gagnez 1 point par tigre, mais qui se trouverait dans l'autre zone de jeu, dans la jungle. Le perdant, lui, va pouvoir avoir l'avantage déjà de choisir en premier sa carte dans les 2 de la rivière pour remonter sa main de cartes, prenant ainsi des informations et choisissant ainsi sa carte, mais il va pouvoir aussi interagir avec les cartes en fonction de la zone dans laquelle elles sont. Si je place un tigre, je vais pouvoir déplacer ou ma carte ou la carte d'un adversaire de la jungle vers le palais, influant ainsi sur comment il va pouvoir scorer et influant ainsi les choix qu'il va faire. À la fin de la manche, celui qui a gagné le plus de points de victoire, je rappelle qu'il y en a qui vont perdurer d'une manche à l'autre, va remporter la manche et on relance une manche et ça se joue en 2 manches gagnantes. Il y a un deuxième jeu que tu mets en avant et je vous ai... Tu peux lancer les votes. J'ai lancé le vote pour Hati, effectivement. Wow, vous pouvez voter pour ce jeu-là, comme vous allez pouvoir voter également pour Irkalia, c'est comme ça qu'il s'appelle ? Irkalia, c'est le prochain jeu qui sera édité par Giudini Édition. Et là, je suis bien malheureuse de ne pas avoir noté le nom de l'auteur parce que je ne vais pas l'avoir en tête. Et donc, Giudini Édition, vous les connaissez peut-être parce qu'ils avaient déjà fait le jeu Sawari. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, alors c'est des anciens du monde du jeu, mais c'était leur premier jeu édité, ils avaient travaillé avec l'illustrateur Miguel Coimbra, et pour ce jeu-là, Irkalia, ils travaillent avec Gaël Lénurien, donc voilà, ils feront travailler de suite des grands noms. Et Irkalia, ça va être un jeu coopératif avec comme matériel juste des cartes, qui va se jouer de 1 à 6, et qui va vous offrir avec moins de matériel des sensations à la Subterra. C'est le meilleur moyen que je vais avoir pour vous le décrire, puisque je l'avais joué à une époque où c'était juste un thème science-fiction et je suis sûr qu'en plus il a encore évolué depuis. Et quand vous verrez les visuels, vous comprendrez. Donc c'est juste à base de cartes. Et on va faire une petite croix avec 4 pioches de cartes. Et sur ces cartes-là, on va empiler différents types de cartes face cachée. Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il va falloir que vous trouviez les cartes qui sont plutôt à la fin du paquet, qui vont être
votre moyen de sortir. Pour sortir, il faut que vous ayez dépilé ces piles et trouver en profondeur la carte qui va vous permettre de sortir dans ces 4 piles-là. Et ensuite, pour choisir comment résoudre ces différentes piles, vous avez une carte qui représente votre aventurier, vous allez vous mettre face à une de ces 4 piles, et à votre tour, vous allez pouvoir choisir soit de retourner une carte, soit de vous déplacer d'une pile pour aller aider quelqu'un. Et je préfère vous prévenir, il y a des choses sympathiques dans ces cartes-là, il y a de l'équipement que vous allez pouvoir défausser, mais il va y avoir des créatures qui rôdent et qu'il va falloir combattre, éviter que des joueurs se fassent emprisonner dans une zone spécifique. Et vraiment, en termes de sensations, c'est Subterra. Il n'y a pas le déplacement, il n'y a pas le matériel, il n'y a pas l'exploration de donjons, et pourtant les sensations sont là. Alors, notre site sur lequel on a fait tout le conducteur de l'émission est en rade. ça devait arriver. Hein. Ça arrive, des fois, ça dure 2-3 minutes, puis ça revient. Mais là, pour l'instant, ça ne revient pas. Donc, je ne sais pas quelle en est la raison particulière. Là, j'ai fini de faire tout un réglage pour pouvoir vous montrer avec notre version. Parce que, en fait, ce qu'on vous affiche là, avec ces petites images qui s'affichent et les différentes vignettes, c'est un système qui peut fonctionner en local. Hop, pas cette vue. Ça peut fonctionner en local et ça peut fonctionner aussi en ligne. Donc moi j'ai mon outil local qui fonctionne toujours, mais comme maintenant on est passé sur un fonctionnement en ligne pour gagner du temps aussi de travail, il faut que le site fonctionne. Et donc sur cette incroyable couverture de Dartmoor, vous voyez justement la nouvelle carte poney dont je vous parlais. C'était pas fait exprès. Et Forêt Mixte, c'est, tu vois, d'y avoir rejoué ce week-end, je me dis vraiment c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je pense que j'aime pas spécialement la version Dartmoor plus que la version de base, mais vraiment j'aime beaucoup y jouer. Il faudra en refaire un jeu du jour. On a Aeon's End, le commencement. Oui, donc c'est une nouvelle boîte indépendante d'Aeon's End. Voilà, si vous ne le connaissez pas, shame on you. Oui, j'ose le dire. Donc là, c'est indépendant. On peut jouer complètement sans avoir la boîte de base pour le découvrir. Après, est-ce qu'il y a un niveau de difficulté plus ou moins simple? Je ne crois pas. Si vous voulez jouer à une version plus épurée d'Aeon's End, il faut jouer à la boîte dont je vais avoir oublié le nom et que je vous avais préconisé, cette boîte plus courte qui était dans un univers SF. La particularité de Aeon's End, le commandement en dehors des nouveaux personnages et des nouvelles Némésis, c'est qu'il y a un nouveau module, je ne sais pas comment il s'appelle en français, qui s'appelle Friends and Foes en anglais, qui va rajouter 2 piles de cartes, un ami, un allié et un ennemi. Et que ces cartes, on va les rajouter aussi dans l'ordre du tour. Quand vous allez tirer la carte alliée, vous allez faire l'effet de la carte visible alliée. En sachant que cette carte, ça va être géré comme des événements positifs pour les alliés, négatifs pour les ennemis, et qu'il va falloir en plus gérer cette partie-là. Astronite, merci pour la version SF d'Aeon's End. Mais Aeon's End, excellent jeu. Pareil, j'ai envie d'y rejouer. Faut commencer par celui-là ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Ça s'appelle le commencement parce qu'il y a tout un. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, tu te lances dans Aeon's End, tu sais pas ce qu'il faut acheter. Il faudra aller acheter la première boîte qui peut-être a évolué depuis, peut-être qu'il y a eu des améliorations, des choses. Il y a eu plein d'extensions, plein de nouveaux personnages. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait cette volonté de faire commencer par celui-là. En fait, Aeon's End, le commencement, c'est le commencement à cause de la lore. Du lore, ouais. Big Mish a raison. Le Legacy en premier. Le Legacy d'Aeon's End, qui a été bradé à des prix complètement fous, il est fabuleux. C'est vrai. Ah oui, parce que tu découvres cette mécanique de deck building et de allez, comment ça s'appelle ces portes qu'on ouvre, vraiment, je perds mon vocabulaire, les soucis techniques m'ont fait... Ces brèches qu'on ouvre au fur et à mesure, vous le découvrez au compte-gouttes. Mais oui, t'as raison. On va continuer avec d'autres jeux qui ont le droit à de nouvelles versions. C'est le cas de Nemesis Retaliation. Je ne sais pas comment le dire. Ça veut dire ça, c'est pas un mot français. Hein. Ouais. Je crois pas. Retaliation. Alors je pourrais pas montrer les visuels parce que ça c'est toutes des choses que tu as chargées, c'est pas en ligne, donc je pourrais montrer que cette couverture du jeu. C'est une nouvelle version, c'est aussi un standalone. Oui. Nouvelle version du jeu Nemesis. Alors on vous rappelle ce que c'est. Hein. On est dans l'univers Alien. Dans le premier le premier Nemesis, du coup je suis parti sur Alien. Il fallait essayer de se cacher au maximum, d'éviter les monstres qui étaient dans le vaisseau spatial. Et il y avait vraiment cette atmosphère du premier Alien de Ridley Scott, dans lequel si tu croises le monstre t'es mort, quoi, grosso modo. Oui. Le but c'est de se cacher. Là, dans cette nouvelle version, c'est un peu moins le cas. Là, on est capable, on a des armements, on peut attaquer les bestioles, donc on sera plutôt sur le deuxième, celui de James Cameron. Mais bon,
Ça reste des monstres à l'intérieur et ils restent très agressifs. Au bout d'un moment, ça devient compliqué. Oui, effectivement, c'est le troisième opus, puisqu'il y avait eu Nemesis Lockdown. Ça ne change pas la mécanique centrale, on est toujours sur un jeu semi-coopératif, mais effectivement, comme vient de le dire Martin, les combats vont être plus faciles à résoudre. Pourquoi ? Parce qu'on est des gros marines qui arrivent pour nettoyer ce vaisseau, et donc on arrive déjà suréquipé, en sachant qu'on va pouvoir des fois faire marche arrière pour retourner à nos caisses et aller chercher de l'équipement. Comment on a rendu ça plus facile ? En simplifiant les combats, parce qu'avant, quand tu croisais un alien, t'étais dans la panade. Maintenant, de base, tu lui fais un dégât, et ensuite, c'est un test de compétence. S'il a un dégât, tu lances ton D6, et il faut que tu fasses un ou moins pour essayer de le gagner. Sauf que au prochain combat, c'est un D4, je crois. Tu vas déjà lui faire un dégât, donc il va avoir 2 dégâts, donc ça va être de plus en plus facile à résoudre. Et tout ça sans parler des équipements. Autre particularité du jeu, c'est qu'il va y avoir un côté comme dans Clank Catacombe, le vaisseau, on va le découvrir au fur et à mesure. Ouais. Il n'est pas préconstruit. Là, on débarque dans un vaisseau, en fait. Ouais. On le découvre. Et comme dans tous les autres Nemesis, oui, vas-y. Il y a 2 cartes objectifs, et en général, on le choisissait un peu tardivement. Là, vous allez être tenté de le choisir très très tôt. Pourquoi ? Parce que plus tôt vous le choisissez, par rapport à vos partenaires, adversaires de jeu, plus vous allez pouvoir piocher de cartes pour vous aider dans votre quête. Donc vous allez essayer de le choisir un petit peu plus tôt. Nemesis Retaliation n'arrive pas seul, puisque ça arrive avec 10 extensions, mais du coup, on n'a pas les visuels. Je vous en pitch quelques-unes. Il y aura Sangrevor et Xyrien, qui sont des nouvelles races. Vous avez des terrains pour jouer en 3D. Vous avez les chastronautes, comme dans toutes les versions d'Alien, pour rajouter un chat pour chaque race. Vous avez un artbook. Vous avez des vétérans. Ça ne sert à rien de le prendre si vous avez les 2 boîtes précédentes, parce que c'est les boîtes des 2 premiers opus, des nouveaux rois, des nouvelles reines, bref, 10 extensions. Je ne me suis pas amusé à faire la somme, mais si vous achetez la totale, je pense que vous en avez au moins pour 400 balles. Voilà, pour ce jeu-là, effectivement, c'est des financements participatifs à l'origine, donc de ce fait, c'est Awoken Brains qui fait ça. De ce fait, il y a plein de boîtes, il y a plein de choses à découvrir. Trop, en général, parce que tu mets tout, sauf quand tu es passionné et que tu joues à ce jeu-là pendant 2 mois en essayant d'en faire un par semaine. T'as intérêt à l'aimer. Hein. Nous, on a plein de boîtes de Nemesis au chalet, parce que pendant un moment, c'était distribué par Funforge, et Funforge nous les envoyait, donc on a plein de versions qu'on n'a jamais ouvertes. J'ai pas besoin de tout ça, en fait, moi. Moi, j'ai joué qu'au premier opus. Mais j'avais beaucoup aimé. Par contre, Jules et Jérôme, les copains qui jouent à ce type de jeu, en général, eux, ils font tout dans l'ordre, toutes les boîtes, ça dépend du type de joueur que vous êtes, évidemment. Je veux jouer avec eux à Nemesis. C'est très très bien, hein, Nemesis. En fait, c'est vraiment un jeu qui te crée l'ambiance. Oui. Tu es complètement immergé dans la partie, et ça vaut le coup d'y jouer au moins une fois si vous aimez ça. Les règles sont pas si lourdes. Non, alors, c'est ce que j'allais dire. C'est un jeu à l'américaine, donc tu as plein de petites règles quand même. Oui. Faut les connaître, mais il faut qu'un joueur les connaisse. Oui, c'est exactement les règles de base, le fonctionnement pour tous les autres joueurs, c'est pas si lourd que ça. Lost Cities, donc grand classique du jeu de société s'il en est, il revient dans un nouveau boitage pour celui-ci. C'est Lost Cities noté duel en dessous, mais ça reste le classique de Rainer Knizia. Tout à fait, et vous allez le voir, il y a 3 nouveaux minigames, 2 nouveaux minigames, 2 ou 3, parce qu'il va y avoir l'offre estivale des minigames de chez Yellow, et de voir que ça sortait cette semaine, ça m'a donné envie d'y rejouer ce week-end, et excellent jeu, et je me rappelle à chaque fois, enfin, j'avais oublié à quel point ce jeu me procure des émotions de « allez, je commence pas à jouer, allez, je prends un risque, allez, je fais n'importe quoi parce que je suis en retard et peut-être que ça va payer ». Mais il y a une nouveauté dans cette version-là, il y a un petit module qui s'appelle les exploits, il y en a 11 dans la boîte, tu en choisis 5 en début de partie. Ça va être des objectifs de course qui rapportent chacun 10 points, c'est pas rien dans une partie de Lost Cities, et ça va être des choses comme être le premier à jouer 3 cartes dans l'exploration jaune. Ok, j'ai pas forcément les bonnes cartes, j'y vais. Ah oui, tu vas comme ça, ok. Ouais. Tu peux as joué ça, cette petite extension, parce que c'est un tel classique que des fois enfin moi j'ai pas envie de changer les règles qui fonctionnent si bien dans les sensations, mais parfois c'est des très bonnes choses. Oui, mais c'est un petit module, et tous les exploits ne sont pas forcément des objectifs de course, il y en a qui sont sur ce qui s'est passé durant la partie et qu'on résout qu'en fin de partie. Ok, donc ce Lost Cities Duel, si vous ne le connaissez pas encore, c'est l'occasion de le redécouvrir. C'est le duel, qu'est-ce qu'il rajoute ? Oui, le fait de dire que ça se joue à 2, c'est ça ? Oui, je pense. Ouais, ok. Bon, pour les anciens, on n'a pas besoin d'avoir un changement de titre. Grabuge.
à Superopolis. Ça, on est sur un nouveau volume de la collection Ma Première Aventure. Vous connaissez cette collection de livres dont vous êtes le petit héros. C'est publié par Gameflow. Ici, ce scénario-ci est fait par Thomas Russler, c'est ça ? Russier. Russier. Et tu le connais. Si je lis pas. Mais tu connais pas son nom de famille. Ah ouais, non, oui, je connais plein de Thomas, mais son nom de famille me dit rien, effectivement. C'est qui ? C'est Thomas de Ludovox. Ah, d'accord. Oh, bah, tous les gens de Ludovox font des jeux maintenant, c'est fou ça. Bah, bravo à lui pour ce jeu, pour ce livre-jeu. Donc ça s'adresse aux plus petits. Alors vous connaissez le principe à l'intérieur. On a un petit livre dont vous êtes le petit héros. Vous allez pouvoir faire des choix. Les cartes sont en général très illustrées avec des petits textes accessibles qui peuvent être utilisés à la fois en lecture accompagnée avec un adulte qui le lit avec son enfant pour pouvoir choisir, guider, et après en solo. C'est l'une des forces de cette collection de livres, c'est que vous allez vraiment voir les enfants, les reprendre par eux-mêmes s'ils sont un peu jeunes, donc les reprendre en les ayant déjà lus et en cherchant les différentes possibilités d'aventure, s'ils sont un peu plus âgés, voire même en le lisant tout seul complètement. Et c'est noté à partir de 4 ans. Alors 4 ans, c'est vraiment en accompagné, parce qu'on ne sait pas très bien lire à 4 ans, mais ça peut jouer beaucoup plus tard. Je pense qu'il y a des enfants qui peuvent le jouer jusqu'à 10 ans, ça dépend évidemment des petits livres. Il y a une belle collection maintenant. Celui-ci, je l'ai feuilleté. Ouais. Tu commences avec ton personnage qui n'a pas de pouvoir. Tu vas pouvoir choisir ton pouvoir parmi plusieurs. Est-ce que tu vas avoir une cape pour voler ? Et le but, ta quête, c'est de gagner ou de ne pas perdre trop de réputation. Parce que les super-héros, ça doit être des gens valeureux. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. On continue, donc on vous fait voter à chaque fois pour les différents jeux. Vous pouvez vous connecter sur umdj.fr, ce site-là fonctionne, ce n'est pas celui-ci qui est en panne. Vous allez pouvoir voter pour les différents jeux et on passe au suivant, c'est Zodianimo. Qu'est-ce que c'est que ça, Zodianimo, Rachel ? Alors c'est un jeu pour enfants qui a eu un financement sur Ulule et alors je vais pas... l'auteur, j'ai oublié, Dominique Boulet, c'est ça ? Ouais. Et illustré par Tony Rochon, qu'on connaît bien. Et il y a un truc, un chiffre que j'ai envie de vous donner sur ce jeu-là et qui n'est pas sur les fiches de jeu. Ce jeu pèse 1 kilo. 1 kilo ? Ouais, c'est énorme pour un jeu enfant. 1 kilo, ouais, ok. Non, mais moi j'ai trouvé ça énorme pour un jeu pour enfants. C'est en fait ces 4 jeux en un avec un petit peu le même matériel et du matériel supplémentaire pour les jeux un peu plus avancés. Mais tous ces jeux sont basés sur de l'observation et de la rapidité. Le premier, c'est il y a plein de tuiles au centre de la table qui représentent des animaux de l'astrologie chinoise et avec un symbole de yin et de yang derrière. Vous avez reçu un animal, il faut être le premier à trouver tous vos animaux. Ça, pour le moment, on est juste sur de l'observation et rapidité. Mais les 2 derniers mini-jeux consistent à la façon de Double. On tire une carte. Si tu es le premier à trouver une tuile qui correspond, tu la prends et tu vas la mettre sur ton plateau à essayer de récupérer ton animal totem, à essayer de faire des lignes, des colonnes. Voilà, donc je ne peux pas vous montrer des images parce qu'on n'a pas toutes les images qu'on avait préparées. J'en suis plein en plus. Ouais, bah oui, mais c'est des images que tu n'avais pas pris en ligne, du coup tu les avais téléchargées. Oui. Le jeu suivant, vous l'avez peut-être découvert parce qu'il est disponible en vidéo sur umdj.fr. On a surtout sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. On a fait une vidéo avec l'équipe de Blue Orange, c'est Cacophony. Ça fait cacophonie, vous l'avez compris. C'est un jeu dans lequel il va y avoir du bruit, dans lequel on va parler tous en même temps. Et j'ai vu que la vidéo, elle était sortie hier soir. Ah, c'est moi l'image. Je crois que la vidéo est sortie hier soir. Je vais essayer de la retrouver pour la mettre en fond. Et donc, oui, l'idée, c'est qu'on est sur un jeu coopératif. Il va y avoir un joueur qui va changer à chaque manche, qui va nous montrer le mot. Il va falloir qu'on l'aide à le faire deviner en lui balançant des mots en mode association d'idées. Sauf que pour lui donner des listes de mots, on a une contrainte. Nos mots doivent commencer par C. Ça doit être qu'un animal ou un végétal. On ne peut citer que des films, on ne peut citer que des marques. Et sauf que on ne prend pas la peine de faire un tour de jeu puisqu'on est limité par un sablier pour faire deviner un maximum de mots. Et donc, comme son nom l'indique, ça va être une belle cacophonie autour de la table. Cacophonie. Donc voilà voilà, je vous montre un petit peu l'extrait de la vidéo, vous pouvez le découvrir davantage. On s'est amusés tous ensemble à ce jeu-là. Je vais avancer dans la partie. Hop.
Bon, c'est pas très très visible ici, mais voilà, ici on voit un petit peu mieux. Un joueur tient une carte, donc là c'est moi qui tiens, et tout le monde fait des bruits différents. Donc par exemple Mathilde qui est ici, elle doit dire des mots qui commencent par C pour me faire découvrir jouer. Aline, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est les films. Je sais plus, en fait, il y a différentes contraintes. Ça fait un petit peu penser à Mystère, mais avec ce fait de parler tous en même temps, on n'est pas du tout dans la même dynamique de jeu. Le funny du titre l'indique bien. Ça crée de l'ambiance autour de la table, c'est assez rigolo à jouer. Et je pense que la vidéo, elle peut bien marcher. Allez la voir, allez jeter un petit coup d'œil à cette vidéo, parce que vous allez peut-être vous amuser avec nous. Alors, on montre bien les résultats, mais ça crée une bonne ambiance dans la partie. Et puis les contraintes vont changer. Les contraintes sont bifaces aussi. Soit vous le jouez facile pour vos premières parties, soit vous le jouez avec des contraintes un peu costauds et quand tu ne peux donner que des mesures, t'es bien dans la panade. Ouais, il y avait les mesures aussi, effectivement, ça devenait compliqué. Hein, tu tires la carte éléphant, tu mesures, je vais dire 2 mètres ou 3 tonnes, j'ai aucune idée du poids d'un éléphant. Donc il faut trouver les bons éléments pour essayer de faire deviner, en sachant que les autres vous aident aussi à faire deviner, parce que chacun a des contraintes différentes. Et à un moment, on fait deviner chewing-gum, ça m'est resté, et moi je dis 12 cm. Et il y a quelqu'un qui dit chlorophylle, et ben c'est bon, la personne a trouvé. Oui. 12 cm chlorophylle, ça marche. Voilà pour cacophonie. C'est énorme, 12 cm pour un chewing-gum. Mais c'est pas du tout... Attends, je suis nul ça, c'est 12 cm pour Rachel. J'ai pas du tout fait ça, j'étais avec 2 doigts. Je sais pas ce que je dois comprendre là-dessus. Non mais sérieux, c'est pas 12 cm un chewing-gum? Quelle est la taille d'un chewing-gum? Vous voyez ça plus petit? Pour moi, c'est 12 cm. C'est ça un chewing-gum. Ouais, là, c'est 12 cm, ça. Attends. Quelle est la taille d'un chewing-gum? J'ai envie de chercher sur Internet. Cette scène est étrange. Quelle est la taille d'un chewing-gum? Quelle est la longueur d'un chewing-gum? Je sais pas s'il y a ça sur Internet. Parce que ça voudrait dire que est à peine plus grand qu'un chewing-gum. T'arrêtes un peu, là. C'est dans le chat. Non, ça fait moins. Ça fait 9 cm. Même, ça me paraît énorme. Non, c'est 7 cm. 7 cm. 8. Ouais, 7 cm un chewing-gum. Je sais pas écrire. J'arrive pas à faire une recherche. T'as fait chewing-gum tellement n'importe comment. Mon Internet n'est pas mon ami actuellement. Oh là là. Est-ce qu'on a lancé les votes pour tous ces jeux? Diamètre 17 mm. Qu'est-ce qu'il raconte? Diamètre et la taille d'un chewing-gum. Mais non, mais c'est pas ça que je veux savoir. Est-ce qu'on a lancé les votes? Pour le chewing-gum? Non, pour tous les jeux dont on a parlé. Bon, on n'aura pas. 16 mm? Non, je l'ai pas, c'est pas possible, arrêtez vos bêtises. Non, un chewing-gum, ça fait pas la taille de ça. Qui peut mesurer un chewing-gum là en direct? Taille d'un Tu peux me dire que ça fait 12 cm s'il te plaît? Non, j'ai tapé sur Google. 7 cm, on nous dit. L'important, c'est le goût. Allez, on enchaîne. On continue avec la suite de cette émission. C'est important parce que là, ça part dans n'importe quoi. Hein. Vraiment, vous êtes intenable. On va devoir faire une pause dans le trajet. On va acheter dans une aire d'autoroute des chewing-gums Hollywood. Et... évidemment. On continue avec évidemment. J'étais pas prête. Donc évidemment, c'est un jeu qui contient des cartes avec des sujets à débat. Comme vous le voyez sur la couverture, pain au chocolat ou chocolatine. Il n'y a pas débat, c'est chocolatine. Un autre exemple de carte, ça pourrait être... ce week-end, tu te rends à la fête des pères ou à la fête de la musique. Et c'est un jeu dans lequel on va choisir en fonction de la couleur. Voilà, vous choisissez jaune ou rose, je ne sais plus quelles sont les couleurs. Et toutes ces cartes vote de tous les joueurs sont rassemblées au centre de la table, mélangées. Il va y avoir un vote majoritaire, il va y avoir un vote minoritaire. Notre but, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver qui a voté pour dans le parti minoritaire pour essayer de l'éliminer, pour que la team chocolatine gagne. Et pour ça, si vous êtes dans la team minoritaire, vous n'allez pas dire c'est moi qui ai voté pain au chocolat. Vous allez dire jamais, je sais que je viens du Nord, mais je sais que vous alliez voter ça. Et moi aussi, dans ma région, on dit chocolatine. Vous essayez de vous masquer, vote à main levée. Si on élimine le minoritaire, on a gagné. Si on élimine un des joueurs majoritaires, c'est la team minoritaire qui a gagné. Oui, team chocolatine. Voilà pour ce petit jeu évidemment qui est publié par Yellow, un petit jeu d'ambiance, je suis curieux d'y jouer. Moi ce genre de jeu, c'est pas ceux que j'aurais acheté naturellement à la base, mais je suis toujours partant pour découvrir, j'ai envie de tout découvrir, hein. Moi naturellement c'est vraiment c'est ma façon de consommer le jeu aussi. J'ai envie du moment bagou où tu essayes de cacher ton état d'esprit dans ce débat-là.
Et puis j'ai envie que ça marche. C'est que des fois, ce genre de jeu, vous connaissez la situation. Vous y jouez avec un groupe qui n'est pas forcément le groupe destiné. Moi, je suis frustré quand ce groupe, au bout de 2 secondes, dit ouais, c'est pas pour nous, arrête. Non, j'ai envie qu'on fasse l'effort, qu'on y joue vraiment et qu'on prenne du plaisir, qu'on cherche où est le plaisir. Voilà, j'y jouerai, évidemment. Chewing-gum Hollywood. 7,2 cm, on nous dit, c'est très précis. Je sais pas d'où vient cette réponse. Oui, c'est plus un jeu dans la lignée de Privacy, c'est celui-ci auquel j'ai pensé. Match My Freak, c'est un jeu de l'éditeur Exploding Kitten, et ça va être aussi un jeu dans cet esprit-là, un jeu pour apprendre à se connaître. On a répondu au début de la partie à des questions un peu sulfureuses, mais pas forcément qu'orientées autour du bip, des questions un petit peu personnelles où on va vous demander de répondre. Voilà. Ah d'accord, avant de jouer, on répond à des questions. On répond à des questions sur des petites tablettes effaçables, un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Tu réponds à 3-4 questions. À quel point tu te sens, tu aimes fêter Halloween, à quel point, quelle est ta chance de coucher le premier soir entre 1 et 5. Et tu vas te noter comme ça entre 1 et 5 sur différentes questions. Tu mets ces petites plaquettes fermées. Le premier joueur va recevoir son compteur de 1 à 5 qu'il va mettre devant lui et en début de partie il est positionné sur le 3. Les autres joueurs vont devoir se mettre d'accord puisque c'est un jeu coopératif pour essayer d'imaginer si la réponse à la question qu'il va nous lire est supérieure à là où est placé le compteur ou inférieure ou égale peut-être. Et en fonction de sa réponse, on va perdre des vies. Attention, on ne peut pas perdre plus de 3 vies. Mais on imagine, j'avais répondu 5 à la question. Je passe le curseur au joueur suivant. Maintenant, c'est un peu plus facile. Martin, on doit savoir si sa réponse est inférieure ou égale à 5, puisqu'il n'y a plus la notion de supérieur, puisque le curseur est déjà positionné sur le truc 5. Donc voilà, encore un jeu pour apprendre à se connaître et à discuter. Et donc ça, c'est publié par... C'est marqué 18 ans et plus, quand même, sur la boîte. Oui, parce qu'il y a quelques questions un peu... à quel point es-tu susceptible de coucher le premier soir, elle y est dedans. Asmodee Exploding Kittens pour l'éditeur. On continue avec 10 solutions pour éviter la dissolution. Donc incroyable jeu de mots avec un jeu... Mais c'est pas du tout d'actualité, là c'était un jeu d'il y a 2 ans en fait. Ça date de quand la dissolution? C'est un petit moment maintenant. Les dissolutions. Un jeu d'Antonin Bocara et Cyril Bouquet, un jeu dans lequel on va devoir créer notre cabinet ministériel. Il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages au centre de la table et des personnages grotesques comme Leonardo des Tortues Ninja, mais peut-être Léonard de Vinci, un Schtroumpf, Lucky Luke, et qu'en sais-je, 8 personnages au centre de la table, et il va y avoir un joueur qui va choisir le prochain ministre de la Culture parmi ces 8 personnages. Et les autres joueurs vont devoir essayer, puisque pareil, nous sommes sur un jeu coopératif, de savoir parmi ces 8 personnages, lequel est le plus susceptible d'être notre nouveau ministre de la Culture. Attention, à chaque erreur, boum, dissolution. Et on a droit qu'à un certain nombre d'erreurs, je crois que c'est 10, comme 10 solutions. Et derrière, au dos de certaines cartes dissolution, il va y avoir un moyen de nous aider, le maître du jeu qui peut nous pointer 2 cartes pour nous dire la réponse se trouve dans ces 2-là, ou nous éliminer une carte puisqu'il a écouté nos conversations. Ravi d'y jouer, c'est Antonin qui en avait parlé quand il était venu pour... Non, c'est la team All Chap qui en avait parlé. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà, c'est une petite boîte, moi je serais curieux de le découvrir également. On continue avec Koua. Alors là aussi, on a fait une vidéo sur ce jeu, elle est disponible en ligne, vous pouvez le découvrir. Et il est juste là derrière. Alors c'est le jeu dans lequel il y a... il y a mon accessoire préféré de tous les temps. Assez inattendu, qui n'est pas vraiment très utile pour le jeu en lui-même. C'est-à-dire que, comme n'importe quel jeu autour de la table, il faut désigner quelque chose. Pas du tout. Il faut désigner quelque chose sur la table. Donc on a cette main, ce doigt télescopique pour pouvoir montrer des éléments de jeu. Chewing-gum, ça fait pas cette taille-là. Non, mais là, t'es pas à 12 cm, là. Là, t'es à... Non, on va pas rester là-dessus toute la vidéo, quand même, Rachel. On est à 15 cm, là. Quoi? Non, je sais. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas possible. Ah, mon Dieu. Donc ça te permet de montrer des cartes parce que dans ce jeu il va falloir identifier des cartes un petit peu à la manière d'un tous ces jeux dans lesquels il faut identifier quelque chose. On va composer des mots, on va écrire des mots avec des lettres, on va inventer des mots qui correspondent à une image et on va procéder par élimination un petit peu à la manière d'Unusual Suspect ou de le jeu qui était chez Gigamic
Similo. Similo, voilà. La manière de Similo, on va procéder par élimination. C'est que la carte qu'on essaye de trouver, on ne la désigne pas directement, on va plutôt éliminer les autres. Oui, donc Est-ce qu'on a des visuels? On a un petit peu de visuels. Pareil, il y a une vidéo sur la chaîne Un Monde de Jeu où on a joué avec un des deux auteurs, Quentin Lameran, aka Cléonis, son co-auteur étant Thierry Seyss, qui est aussi un amoureux des jeux de mots et des jeux de lettres. Et effectivement, comme vous le voyez sur le visuel, chaque joueur a reçu 3 voyelles et 3 consonnes. Il va créer un mot et les joueurs, avec ce bâton de parole, puisque c'est ce que c'est un bâton de parole, devoir éliminer les illustrations et essayer d'imaginer ce que pourrait être un baloxy. Mais on s'est bien marré. On a gagné. On a été fabuleux. Ah, il faut pas le dire. Mais non, faut pas dire ça avant que les gens vont aller voir la vidéo, là, ils ont envie de découvrir. J'en ai un, nous dit Geeklet, pour expliquer les règles à un doigt télescopique comme ça. C'est vrai qu'on a envie de le sortir du jeu. Hein. Mais après, le risque, c'est de ne plus l'avoir dans le jeu derrière. Et Philippe Tapis Moquette, effectivement, il en a un également avec lequel il se balade. C'est bien pratique, mais après, il faudrait que le doigt il soit ventousé quand tu veux attraper un truc loin. Pac, clac. Il faudrait avoir ce genre de système également. Je crois que je suis en retard sur les votes. Je vais vous mettre les votes des différents jeux qu'on vous a présentés. Et justement, on va vous parler d'un jeu sur lequel... on a diffusé une vidéo. Oui, donc c'est Tactal, un nouveau jeu qui est distribué par localisé et distribué par BlackRock. Qui était à l'origine chez DOP, un jeu de Jason Tremblay. Donc c'est un jeu dans lequel chaque joueur a exactement le même deck de cartes et vous voyez à sa couleur. Et comme vous voyez, les cartes elles sont composées avec sur les bordures des triangles, des grandes lignes ou des petits rectangles ou des carrés sur les bords. Mais il y a des points. Vous voulez qu'à la fin de la partie, vos points soient visibles. Et comment ça va se passer? Vous tenez votre deck en main, vous avez le droit de choisir soit la première carte, soit celle au dos, et pour la poser, il va falloir... Alors, c'est très difficile à expliquer, mais matériellement, quand vous y jouez, c'est très simple à comprendre. Vous ne pouvez poser vos cartes que sur les espaces pour les accueillir. Sur une bordure triangle, vous pouvez poser un angle de carte. Et on avait l'image, là, du coup je regardais plus, parce que beaucoup d'images on les a pas. On voyait avec la couverture. Mais là on voit bien l'image du jeu, pardon, je t'ai coupé. Non, mais il n'y a pas de mal, mais il y a un autre... j'allais dire ça, twist, c'est un bien grand mot, mais il faut le jouer pour s'en rendre compte. Vous allez essayer de positionner vos cartes de manière à ce que les joueurs puissent pas venir vous les écraser. Comment? Puisque vous posez un espace pour accueillir ces cartes-là. Il y a une règle qui dit qu'une carte ne peut pas toucher, ne peut pas écraser 2 cartes en même temps. Donc vous essayez de faire des volumes pour ne pas venir vous faire écraser. Oui, Eldarek, comme un codex naturaliste, mais sur une zone commune, avec un espace de jeu qui ne va pas bouger de manière très très linéaire. Voilà, donc là aussi, il y a une vidéo sur la chaîne UMDJ. Allez voir les 3 jeux qu'on vient de vous présenter, Cacophonie, Kuwa et Tacta, puisque on fait des vidéos, elles sont plutôt cool, ça vous permet de découvrir l'équipe également, et puis une bonne ambiance. Vraiment, je pense que ça donne une très bonne idée de ce qui se passe dans la partie, et vous allez savoir naturellement si c'est pour vous ou pas du tout. John O'Ford qui dit ça prend de la place, et si on est plus de 3, effectivement ça prend de la place. Je crois qu'au bout d'un certain nombre de joueurs, puisque ça fait partie de ces jeux où tu peux mixer des boîtes pour jouer à un nombre beaucoup plus grand, mais à partir d'un certain nombre de joueurs, tu n'es pas obligé de jouer avec la totalité du deck. Tu peux jouer par terre aussi. Ouais, surtout l'espace de jeu, c'est l'espace légal. Donc si tu as une petite table, ça va peut-être être plus compliqué, mais en fait ça fait partie des règles. En fonction de ton espace, tu peux pas aller n'importe où. Si ta carte tombe de la table, c'est que tu peux pas la mettre. On continue avec Jungle Bluff. Alors là, on est chez Yellow sur celui-ci. Donc c'est la fameuse gamme, c'est les mini-games, je crois, qu'elle s'appelle cette gamme-là. Il y a plein de trésors à l'intérieur. Tu as déjà parlé du Lost City Duel, donc qui rejoint cette gamme. Et ce Jungle Bluff, là, c'est un nouveau jeu. Oui, donc un jeu de bluff, comme indiqué dans le titre, qui va reprendre un peu une... alors, il y a du bluff, mais il y a un peu... j'ai envie de dire de l'enchère si vous ne bluffez pas. Il faut vous imaginer que vous avez un deck commun, enfin tous les joueurs ont le même deck, donc des valeurs uniques, et il va y avoir des cartes au centre de la table autant qu'il y a de joueurs. Il y a une carte, on joue à 3, il y a une carte 3, une carte 6, une carte 8. Vous voulez ramasser le 8 parce que c'est celle qui rapporte 8 points à la fin de la partie. Le 3, c'est pour les nuls. Et on choisit nos cartes en simultané, parmi une main un petit peu réduite, puisqu'on va piocher au fur et à mesure. Et ma carte, je ne la révèle pas. Et je vais dire, avec cette carte-là, je convoite le 8. Ça, c'est une des actions que tu peux faire. Avec ta
carte, prendre une carte, mais ta carte n'est pas révélée. Le joueur suivant peut soit revendiquer une des cartes disponibles dans la rivière, soit venir me confronter en duel en disant « T'as pris le 8, mais c'est avec un 1 que tu viens de le réclamer. » Et à ce moment-là, on va comparer nous deux, nos cartes à face cachée, et c'est la plus grosse valeur qui récupérera cette carte-là. Donc si j'ai convoité un 8 avec une carte 1, c'était pas très malin, ou peut-être que ça l'était parce que personne ne va oser venir me prendre en duel au risque de revenir sans carte. On fait un tour de table, vous mettez dans votre pile de score la carte qu'on ne vous aurait pas piquée, et les cartes jouées pour ce tour-là sont visibles au centre de la table, donc il y a moyen de mémoriser que Martin il a joué sa plus grosse carte et que Rachel les économise au fur et à mesure et va vous exposer à la fin de la partie. Ah bah oui, bah ça, sacrée Rachel, elle va encore nous battre. Hein. T'as rigolé, je t'ai vu. Pourquoi? Parce que je gagne jamais, je suis nul. Mais comment ça, tu gagnes jamais? C'est pas vrai du tout. Jungle Book, j'ai très envie d'y jouer. En plus, j'aime bien cette gamme de petits jeux chez Yellow. À chaque fois, je suis curieux. Alors, je les aime pas tous, hein, mais je suis curieux de découvrir ce qui a le niveau suffisant, parce que c'est ça aussi qui fait une bonne gamme, c'est qu'il y a beaucoup de bons jeux à l'intérieur. Donc, on a envie de savoir est-ce que celui-ci, qu'est-ce qui lui vaut le fait d'être édité par Yellow. Alors la difficulté c'est que maintenant tous les éditeurs ont une gamme de ce type là, alors qu'à une époque quand ils l'ont lancé, en tout cas ils étaient un petit peu précurseurs, le fait de dire on va faire des petits jeux qui tiennent dans la main, qui n'ont pas énormément de matériel. Bah, ils avaient des bangers aussi à l'intérieur, rien qu'avec Shoten Toten et Time Bomb, qui étaient des rééditions. Alors Shoten Toten c'est une réédition, mais Time Bomb aussi, mais c'est un jeu asiatique à l'origine, en tout cas c'était une première édition française pour celui-ci. On est toujours chez Yellow, mais je crois pas qu'on soit dans cette gamme-là. Cette fois-ci, on est dans une boîte qui est un peu plus fine et plus haute. Également, Haifu. Haifu, tout à fait. Et donc, oui, c'est dans la gamme cartes, puisque tu sais, ils ont des gammes cartes, dés, etc. C'est un jeu de pli, alors qui se joue à nombreux. Attention, ça se joue uniquement de 4 à 6, et c'est un jeu de pli dont le pitch est très simple, puisque votre but est de ne gagner que 2 plis. Avec une règle de must follow, il n'y a même pas d'atout. Si je joue violet, tous les joueurs jouent violet, et c'est le plus gros violet qui l'emporte. Martin, il a joué vert, c'est n'importe quoi, il est pas dans le pli. Oh, j'ai envie. Pardon, ça se fait pas. Je prends dans tous toujours les exemples, l'exemple. j'ai toujours perdu. Hein. Tu fais toujours les mauvais choix. Donc il vous faut que vous fassiez 2 plis et pas plus, même, parce que si vous faites un 3e pli, boum, voilà, c'est pas là que vous gagnerez des points de victoire. Mais il y a un petit truc rigolo, c'est que tes 2 plis, tu veux les faire auto, puisqu'il y a un système de jetons qui rapporte 5, 4, 3, 2, 1. Le premier joueur qui fait 2 plis va ramasser le plus gros jeton. Ouais. Donc tu veux les faire auto. Mais à ce moment-là, attention, tous les joueurs vont essayer de te refiler. Alors au pitch, on dirait que j'y ai joué. J'y ai pas joué, mais c'est le genre de jeu... En fait, là, il me tarde de partener parce qu'il y a eu beaucoup de jeux de plis dernièrement. Je peux pas trop y jouer à la maison parce qu'ils aiment pas trop ça. Donc il me tarde cet été pour poncer à tous ces jeux de plis incroyables, qui ont l'air incroyables, qui sont sortis. Ben oui, ça fait beau. On va en faire du pli, hein, ça, on va en échanger, on va en faire pas mal. Il te fera repasser. Bon, je sais pas si j'ai besoin d'avoir autant de jeux de pli, hein. Moi personnellement, je me serais satisfait de moins. On continue avec Picante, c'est du jeu de pli? Oui. Ah. Et j'ai mis entre parenthèses son nom d'origine parce que Picante, aka Stichel, est un de mes jeux de pli préférés. Ah oui, alors c'est un classique celui-ci. Oui, c'est un des jeux qu'on a beaucoup arrive chez joué. Games, donc dans la galaxie Matago, on va dire ça comme ça. Un des jeux de pli que j'ai le plus joué en association en fin de soirée. Il y a des cartes 0. Hein. Oui. C'est un jeu de pli qui, moi je trouve ça drôle, puisque on va essayer de marquer des points, mais chaque carte que tu ramasses ne vaut que 1 point. Par contre, des points, tu vas en perdre, puisqu'en début de partie, quand tu as reçu tes cartes, tu vas choisir ta couleur piquante dans la version piquantée et pas ta couleur maudite. Si je choisis jaune, toutes les cartes jaunes que je vais ramasser ne vont pas simplement me faire perdre 1 point, mais vont me faire perdre la valeur qui est indiquée dessus. Ouais. Donc récupérer le 13 jaune, c'est bon, c'est pas moi qui marquerai des points sur cette manche. Et maintenant, comment ça va se jouer? Une fois qu'on a reçu notre main, qu'on a choisi notre couleur maudite, qu'on l'a révélée, en espérant qu'il y a un autre joueur que toi qui ait choisi la même couleur piquante, comme ça on va se partager notre malheur. C'est tout simple et ça pourrait presque ne pas être un jeu de pli puisqu'il n'y a pas de règles. Je joue une couleur et les gens jouent exactement ce qu'ils veulent. Martin lance un vert, je ne suis pas du tout obligé de jouer vert, même si j'en ai. Mais attention, dès que vous ne jouez pas la couleur demandée, il faut l'imaginer comme un atout, c'est la couleur qui va gagner.
C'est-à-dire que si tout le monde joue vert, c'est la plus grosse verte qui gagne, mais dès qu'il y a des couleurs qui coupent, c'est une couleur coupante qui l'emportera. Ouais. Et donc, un point par carte, mais moins X si tu récupères ta couleur. Et il y a vraiment, en fonction de ta place dans l'ordre du tour, tu te dis, attends, celui-là, je peux essayer de le ramasser. Non, il y a encore un joueur après moi. Est-ce qu'il a ma couleur maudite? Est-ce qu'il va me la refiler? Tu regardes qui c'est qui est en train de la... Je trouve qu'il y a beaucoup de métagame d'une partie à l'autre. Tu essayes de voir, bon, c'est bon, on a refilé moins 40 à Martin, on peut le laisser un petit peu tranquille et viser aussi les autres joueurs. Voilà. Merci à Lou en asso d'avoir beaucoup porté ce jeu et de nous l'avoir fait beaucoup jouer. Voilà pour ce Picante. Qui, si on l'a pas, on peut le découvrir par cette nouvelle édition du jeu qui arrive. Après, c'est vrai que toi, tu l'as découvert à une période peut-être où il y avait moins de jeux de pli, oui. Et donc c'est un jeu tribu un peu, oui. Vous l'êtes approprié pendant une période. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'offre qui existe sur le jeu de pli, ça serait le même cas? Il faut faire une différence entre les souvenirs qu'on a sur un jeu, qui sont associés à un groupe, et qui sont très précieux et qui sont essentiels, et la place qu'il occupe aujourd'hui dans le marché par rapport à toutes les autres possibilités qui existent, et c'est pas si simple à faire. Je sais pas quels sont les meilleurs jeux de pli, ceux qu'il faudrait absolument pas louper aujourd'hui. Je suis pas sûr d'être capable de le faire, cette sélection. Moi je mettrais The Crew parce que c'est le seul jeu de pli, je suis pas grande fan de jeux coopératifs où j'ai réussi à embarquer la famille sur le jeu de pli. Parce que je râle beaucoup contre eux parce qu'ils n'ont pas les codes du jeu de pli. Et pour répondre à Rioman, si ça joue jaune, puis rouge, puis jaune, c'est jaune l'atout, ça reste jaune, rouge, ça reste rouge. Et imaginez que ça joue jaune ne sera pas l'atout puisque c'est la couleur demandée, mais si ça joue jaune, rouge et vert, on regardera parmi les rouges et la verte laquelle est la plus grosse valeur. On continue, donc on enchaîne avec Interaction. Cette fois-ci, on est chez l'éditeur. C'est Hopla. C'est les jeux Hopla, exactement. C'est un jeu de Florent Toscano, l'éditeur d'Hopla, et David Bonifaci aux illustrations, comme souvent. Il travaille avec les jeux Hopla également. De quoi s'agit-il, Rachel? Alors, Interaction, c'est un jeu qui va reprendre les interactions animales, et je prends juste mon aide de jeu parce que j'ai appris, il y a des cartes, elles vont avoir... et elles vont avoir les effets qu'ont les groupes d'animaux entre eux. On connaît tous les prédateurs, les carnivores, les herbivores, etc. Mais j'ai découvert un nouveau vocabulaire, mais j'ai besoin de mon aide de jeu pour le savoir, le commensalisme et l'amensalisme. Voilà, on a tous des tuiles en main en début de partie, on en a 7, et on va en choisir 2. Qu'on va monter un petit peu au-dessus, c'est un peu notre main, mais notre main est visible de tous les joueurs. Et chacun son tour, on va jouer une de nos tuiles. Je te présente un petit peu les tuiles dans l'idée, puisqu'on avait mis des visuels, mais on ne pourra pas les afficher. Dans l'idée, ces tuiles, elles ont une valeur au recto et une valeur au verso, qui peut être différente. Ça peut être 0 au recto et 7 au verso, mais à contrario, ça peut être 6 au recto et 2 au verso. Donc des tuiles que tu veux retourner et pas retourner. Quand je choisis une de mes 2 tuiles, je vais pouvoir la mettre dans l'espace de jeu central, adjacent à un truc déjà posé, en respectant la taille de la grille en fonction du nombre de joueurs. Et cette tuile que je viens de poser, elle va avoir une interaction, soit sur les cartes à gauche et à droite, soit celle gauche, droite, nord, sud, soit dans les diagonales. Et elles vont des interactions du type, si elle est sur son recto, je la retourne sur son verso. Et des choses comme ça. Et on essaye d'optimiser ainsi nos points avec un petit jeu sur le fait que la dernière tuile, elle ne sera pas jouée et elle prendra l'orientation de la majorité qu'on a. Si on a des majorités de recto, elle restera sur le recto. Oui, l'immantis, il y a aussi le mutualisme et le parasitisme, mais ces mots-là, je les connaissais. Je ne connaissais pas le commensalisme et l'amensalisme. Bon, c'est toujours des jeux qui sont très impliquants, les jeux de Hopla. Celui-ci n'y échappe pas non plus. Le jeu suivant, c'est Attraction. On a parlé de interaction. On continue avec l'attraction. Tu as fait des liens logiques entre les différents jeux qu'on vous présente. Oui, tu as vu, j'ai mis les jeux de pli côte à côte. Donc, Attraction, ça va être un jeu avec des aimants aussi puissants qu'un cluster à mettre en place, puisque j'ai fait une mise en place sur la table, mais en forme de cœur, puisque le double sens du mot attraction, qui peut être l'attraction des aimants, mais l'attraction des 12 cm. On a un petit aperçu là du bord de la table. Attends, touche à rien, je vais essayer de dézoomer un petit peu pour voir s'il y a moyen de le faire là en direct. Et donc c'est un jeu à la cluster, mais
avec un mode, avec une utilisation de la pichonnette. Vous voulez dans Attraction récupérer des aimants. Comment ça va se passer? Si vous n'avez pas d'aimants dans votre stock, vous allez pouvoir en prendre un au centre de la table et vous allez jouer, vous mettre sur votre zone de jeu à l'extrémité d'un tapis, enfin à l'extrémité dans une petite zone prédéfinie du tapis qui est bien fournie. Attention, je vais pichenetter et je suis très mauvaise dans les jeux de pichenette. Et tu dois en attraper là, c'est ça? Ouais. À partir du moment où je fais des lots, et hop, je vais pouvoir les ramasser. Par contre, si j'ai pas fait de lot, mon cœur reste au centre de la table, tour du joueur suivant, et on joue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 2 cœurs au centre de la table. Ah oui, ça va vite, la partie est assez rapide. Non, tu prends et tu lances de la zone de jeu. Martin, tu m'as pas écouté. Je suis en diagonale, c'est super diagonale, je peux pas le mettre là? Bon, d'accord. Pour les besoins de l'émission, tu peux. Ouais. C'est bon. C'est bon, je l'ai eu. Ah oui, ça va faire marrer les gamins, ça, quand même. Alors, on est sur une variante de n'importe quoi. Elle a fait n'importe quoi, là. Vous n'avez pas vu, il est sorti du jeu. Du coup, ça me permet de dire que j'ai oublié quelque chose. Si ça sort du jeu, le cœur, il est à la première personne qui l'attrape. Ah, comme ça, en sautant sur la table? Oui. Ok, toutes les règles ont été prévues. On sent la règle qui s'est faite pendant la partie. On dit, ouais, vas-y, on le saute dessus. Puis, ouais. Ok. C'est Attraction, c'est une variante. Si vous avez déjà Cluster, mais vraiment c'est votre jeu favori, ça peut être un choix pour compléter votre gamme. Si vous n'avez pas Cluster et que vous dites, tiens, je le voudrais bien, vous avez aussi cette possibilité-là. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir les deux? Je ne sais pas. C'est vous qui allez décider en fonction de votre bibliothèque, vos envies et vos moyens illimités. On continue avec Mistling Academy, Pyr versus Arboro. Oh là là, tout un programme. Donc Mistling Academy, c'est un jeu dans l'univers de Dragon Eclipse pour découvrir un petit peu à quoi vont ressembler les combats en arène dans Dragon Eclipse. Dans Dragon Eclipse, on le rappelle, c'était un gros jeu en campagne façon Pokémon où vous alliez chercher des Mistlings en pérégrinant, je ne sais pas si c'est le droit d'être un verbe. Et donc Mistling Pyr versus Arboro, vous avez 2 Mistlings, Pyr et Arboro, et ça va être un combat sur une arène matérialisée avec plein de petites cases rondes, et on va essayer de faire perdre les points de vie à son adversaire. Et ça va reprendre, ça va vous faire découvrir la mécanique de Dragon Eclipse. Alors, moi j'en avais parlé après mon retour de Ludiverse, où j'ai eu la chance d'y jouer. C'est des sensations de jeu à la Unmatched, beaucoup de choses sont prévisibles, et ça reprend aussi un petit peu le fait qu'il y a des figurines, il y a une carte, et il y a des cartes à l'intérieur, puisqu'à votre tour de jeu, vous allez pouvoir faire une action gratuite, enfin une action bonus qui dépend de votre personnage, puisque forcément il y a de la symétrie. Vous allez choisir votre carte, et plus elle est là depuis longtemps dans la rivière, plus elle va vous rapporter des ressources pour faire vos actions bonus, et vous allez pouvoir effectuer les effets des cartes en sachant que les effets sont vraiment rigolos, puisque c'est soit des effets applicables, soit des effets en fonction de ce qu'il y a dans la défausse, etc. Vraiment, j'ai trouvé que c'était aussi qualitatif qu'un match, mais c'était sur une première partie, et c'est à prendre évidemment avec des pincettes, parce que j'ai vu que les notes BGG étaient désastreuses, comme quoi le jeu était déséquilibré. Forcément, ça on le voit pas sur une partie, mais moi je suis très très curieuse d'y rejouer, parce que j'ai trouvé ça encore plus malin. On sait un match qualitatif sur la durée et sur le long terme, mais j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Ok. Voilà pour ce jeu-là. Vous pouvez voter. Alors, on s'excuse, cette semaine, on n'a pas toutes les images qu'on avait préparées parce que notre site est en rade. Mais la fois prochaine, quand vous regarderez cette émission, normalement, on aura. Alors, c'est rare, mais en fait, quasiment sur toutes les fiches, c'est des images qui avaient été uploadées sur le site en rade. Alors que d'habitude, c'est pas le cas. On prend des images d'Internet. Là, pour presque toutes les fiches, j'y ai plus accès du coup. Hop, on termine. Oui, on termine avec World Order. C'est le dernier jeu dont on vous parle aujourd'hui. C'est une grosse boîte, c'est un gros jeu. Il est très attendu. Vous êtes nombreux à nous en avoir parlé dans les semaines qui précèdent. C'est publié par Super Meeple en version française. Il y a plusieurs boîtes qui arrivent d'ailleurs, parce que vous avez ce gros jeu de gestion qui est disponible maintenant, mais il y a également ces 2 extensions dans la tourmente et diplomatie et domination. Donc World Order, j'y ai pas joué. Je l'avais ramené un week-end à la maison, et mon chéri est fan de
comment on dit? Géolocalisation? Non. Non. Géotrouvetour? De diplôme. Il s'intéresse à la diplomatie dans le monde entier. Et je me suis dit, je vais lui vendre comme un jeu géopolitique. De géopolitique. Merci. Pourquoi il y a des mots, ils veulent pas. Je savais pas où t'aller. Je voulais t'aider, mais je savais pas où t'aller. Et donc, c'est un sujet qui l'intéresse. Et je suis arrivé en disant, chérie, c'est un jeu de géopolitique. Il est pas tombé dans le panneau. Il a préféré regarder du vélo. Mais j'ai les règles en tête, donc je peux y jouer. Quand je veux, maintenant. Donc World Order, c'est un jeu qui va reprendre... c'est un jeu de hégémonie à la base, mais on n'est pas du tout sur le jeu, leur premier jeu, de comment il s'appelait, ce jeu avec cette forte asymétrie. C'est pas du tout le premier jeu d'hégémonie, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner une des grandes puissances mondiales en 2010, donc soit la Chine, soit l'Europe, soit les États-Unis, soit la Russie. Ça va reprendre une mécanique de deck building, mais vous allez voir, c'est pas un deck building où on abat nos 5 cartes et on repioche, etc. C'est un peu plus subtil que ça. Et un jeu, j'allais dire, de contrôle de zone et de majorité. C'est un jeu dans lequel on va développer 3 axes, le militaire, l'économie et la diplomatie. Et comment ça va se jouer, cette mécanique de deck building? À son tour, on choisit simplement de jouer une carte. On a une main de 6 cartes et on va en jouer une. Donc le tempo est très différent d'un jeu de deck building classique. Et cette carte, on la joue soit pour faire son effet, soit pour aller chercher des actions un petit peu spéciales, comme aller chercher de la thune, ou faire quand même les cartes un peu uniques de sa faction. Et sur ces 6 cartes qu'on avait en main, on va en jouer seulement 4, et les 2 autres vont nous servir à être dépensées pour acheter de nouvelles cartes, donc le deck building, mais ces cartes-là, elles vont rejoindre le dessus de notre paquet. Sur les 6 manches, elle me fait envie, Geeklet, à me dire que c'est très chouette. Oui, je suis sûr que ça va beaucoup me plaire. Mais il faut trouver 3-4 joueurs, parce que je pense que c'est l'idéal pour jouer à ce jeu-là. Sur les 6 manches que dure la partie, il va y avoir aussi donc, ce jeu de majorité sur les différentes zones. Pas la peine de rentrer plus dans le détail parce que je n'y ai pas joué, que je ne vais pas vous faire l'explication des règles. Il faut dire 2 choses sur les extensions. Donc il y a Tourmente qui va rajouter des événements, donc des choses un petit peu imprévisibles qui vont être... qui vont affecter tous les joueurs, et il va y avoir diplomatie et domination. Là, j'ai pas le visuel du second, mais il arrive aussi. Monsieur, si. Ça s'est affiché. Diplomatie et domination qui contient plein de modules, dont un qui m'a paru sympathique une fois que vous connaissez le jeu, qui est l'automa à la manière de Dune Imperium, qui permet soit de jouer seul, soit de le rajouter pour atteindre le nombre de joueurs optimum. Plein de nouvelles cartes pour vos cartes spéciales en tant que puissance, des objectifs, etc. C'est affiché parce que le site est revenu. Donc déjà, ça m'a perturbé pendant toute l'émission. Je me suis dit, mais quel est le problème? C'était notre hébergeur, donc tout simplement. C'est pour ça que les autres... Ah, j'ai toutes les images. Vous voulez qu'on vous remonte toutes les images de tous les jeux? Oui, on recommence l'émission. Oui, les sites internet, des fois, ont des problématiques. On a réussi à faire cette émission. Alors, on enchaîne beaucoup de problèmes techniques ces dernières semaines. On a tellement d'outils qui sont mis en place pour essayer de vous faire les émissions les plus chouettes que nécessairement, on multiplie les causes de problèmes. Et à chaque problème, on met en place parce que moi, je suis très outils de sécurisation pour pouvoir faire les émissions quand même, tu sais, on met en place des rituels et des routines pour qu'on puisse parer outre. Déjà, on s'est rendu compte qu'on a pu faire cette émission malgré le fait qu'on avait accès à rien normalement de tout le travail qu'on a préparé. Je m'en excuse, Rachel, on n'y est pas pour grand chose, mais tu as passé pas mal de temps à uploader toutes les images, donc c'est frustrant évidemment. Mais ça nous permet de voir qu'il faut qu'on ait des garde-fous pour pas être... C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne. À bientôt!